Salut Anne-Flore, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Benjamin, merci à toi, merci pour l'invitation. Avec plaisir, donc on va parler aujourd'hui de ton travail de line producer et de expliquer un petit peu ce que c'est, etc. Parce que j'ai une question par exemple par rapport à ça qu'on évoquera après, mais c'est peut-être la nuance entre ça et d'autres métiers Ouais, dont j'ai déjà entendu parler. Et est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots et puis un petit mot sur ton parcours aussi peut-être d'études ou quoi, ce qui peut parfois aider les personnes qui regardent à se dire est-ce qu'il y a besoin d'un cursus particulier ou non. Souvent c'est non dans nos métiers, mais ça peut aider un petit peu. ouais, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Anne-Flore et je suis productrice exécutive, donc c'est la traduction en français du line producer. Ok. Donc, je suis productrice exécutive dans un studio qui s'appelle Cartoon Saloon, qui est basé à Kilkenny en Irlande. Et là, je travaille sur une série 2D depuis un petit peu plus de 2 ans. Et mon parcours, vraiment, il est en fait assez linéaire pour être honnête Mhm. dans ce genre de rôle, mais peut-être que c'est un petit peu particulier. En fait, après mon bac S, j'ai fait un BTS audiovisuel en images, donc c'est 2 ans. Et ça m'a permis de vraiment tester en fait le monde du cinéma, de l'audiovisuel que je connaissais pas du tout, qui du coup était beaucoup plus dans la prise de vue réelle hein, avec le côté du métier de l'image. Et en fait, après mon BTS, j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs stages. Parce que c'est vrai que je me retrouvais pas forcément complètement dans le métier de l'image, donc vraiment aller en assistanat de DP ou de choses comme ça. Mhm. J'avais Donc envie de DP, voir un petit directeur peu photo. plus en fait. Oui, pardon, ouais, directeur photo. Et donc j'ai fait plusieurs stages dans vraiment des domaines assez variés de l'image et de la production audiovisuelle. Donc, j'avais fait des stages chez Ciné Lumière de Paris qui, eux, font vraiment c'est la location de matériel, en Ouais. fait, pour les tournages, tout ce qui est lumière, etc. J'ai fait un stage chez Éclair Laboratoire en étalonnage film, qui est plus trop d'actualité maintenant, mais à l'époque encore. Et j'ai aussi fait des stages en production, et dont un, j'étais assistante de production sur une série dans un studio d'animation à Paris qui s'appelait Patoon Animation. Et c'était vraiment ma première expérience en fait avec l'anime et ça m'a beaucoup plu et puis c'est surtout le côté production en fait de pouvoir avoir une expérience sur l'ensemble d'un projet et de pas Ouais. être seulement là à un moment donné en fait qui m'a vraiment intéressée. Et c'est suite à ce stage que voilà, je cherchais un petit peu comment on rentre dans ces métiers de production et de l'animation. Et j'ai trouvé la licence en gestion de production audiovisuelle qui est à Gobelin, qui est en partenariat avec l'Université de Marne-la-Vallée. Donc, il y a une Mhm. licence professionnelle en fait en un an. Et donc, j'ai fait ça en 2011-2012. Je suis rentrée à Gobelin en LGPA. Et c'est un parcours, enfin, moi vraiment, c'est une licence que je recommande vraiment de tout cœur parce que c'est hyper intéressant d'avoir le côté pro tout de suite en fait parce qu'on est en Ouais. alternance pendant un an. Donc on est, si je me souviens bien, c'est 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Peut-être vice-versa, je me souviens plus, Ouais. c'était il y a 10 ans quand même. Mais c'est vraiment le côté, voilà, on est tout de suite en entreprise, on est tout de suite sur des productions, sur des projets. Et il y a le choix de se spécialiser un peu plus dans la production de films d'animation ou documentaires, live action, etc. Et moi, je suis vraiment restée sur l'anime. Donc, j'ai fait mon alternance chez Dandelou. Et à l'époque, c'était vraiment un profil assistant de prod, mais tout ce qui est aider dans le montage des dossiers de demande de financement et aussi en distribution, parce que dans le loup, ils font aussi beaucoup de distribution. Ouais. Et j'ai fait ça pendant un an, en fait. Et à la fin de ma licence, j'ai eu l'opportunité de faire un stage, donc beaucoup de stages, hein, de faire un stage de 6 mois. En fait, c'était une formation qui, alors malheureusement, je pense que ça n'existe plus, mais ça s'appelait Movie Lab. Et en fait, c'était une offre à tous les alternants, les apprentis de France. On avait l'opportunité de faire un stage de 2 semaines à 6 mois, donc c'était 6 mois maximum, dans n'importe quel pays d'Europe. Ouais. Et on avait une petite bourse en fait pour nous aider à financer le stage.
Euh, je suis rentrée chez Cartoon Saloon par ce stage, en fait, donc en 2012. Donc, j'ai fait Ok, 6 mois de stage. Ouais, j'ai fait 6 mois de stage en assistante de production sur leur deuxième long métrage qui s'appelle Song of the Sea. Donc, en français, c'est Le Chant de la Mer, ouais. qui est réalisé par Tom Moore. Et en fait, je suis restée après le stage. J'ai fini le film et puis je suis passée en fait de projet en projet. Je suis passée de assistant de prod à chargée de production, puis directrice de production, jusqu'à le rôle que j'ai aujourd'hui en fait, productrice exécutive. Voilà un peu mon parcours. Ok, donc pour avoir un petit point sur comment t'es rentré dans ce studio en particulier, c'était comment à ce moment-là pour avoir ce stage-là, il y avait quoi comme étape? Qu'est-ce qui a fait que t'as pu l'avoir? Est-ce qu'il y a aussi le côté parfois qu'on a beaucoup, bah, il y a eu cette opportunité par hasard à ce moment-là qui fait que j'étais là et ça a marché. J'ai l'impression qu'il y a souvent ça dans les parcours. Ouais, Est-ce que c'est ton cas aussi? c'est un petit peu par hasard dans le sens où moi, quand j'ai fini la licence à Gobelin, j'avais vraiment envie d'avoir une expérience à l'étranger en fait. Moi, Ouais, j'aime beaucoup voyager et j'ai toujours vraiment eu envie de travailler et de vivre à l'étranger et voilà, moi, le côté anglo-saxon m'intéresse beaucoup en fait. Donc c'était un petit peu ce qui m'a guidée dans mes recherches au début, c'est voilà quel studio d'animation je peux trouver en Europe, dans les pays anglo-saxons. Et en fait, en Irlande, bah, voilà, Cartoon Saloon, moi j'avais beaucoup aimé le Secret de Kells. mhm, Donc voilà, ils étaient dans ma liste et il se trouve qu'à l'époque c'était vraiment un hasard où ils commençaient le début de la pré-production sur Song en fait. ouais, Donc je les ai contactés par email juste et j'ai eu un entretien assez rapidement après avec la directrice de production qui s'appelle Katia Schumann et qui est maintenant directrice des productions au studio. Et en fait, le timing était parfait, quoi. Donc, mhm, ça s'est fait assez naturellement. Après, le studio était vraiment très petit à l'époque. Moi, quand je suis arrivée, je pense qu'on n'était même pas une vingtaine, parce il y avait que Song qui se lançait en pré-production et un court-métrage 2D. Donc, ouais. c'était encore un petit studio, on va dire, comparé à l'ampleur du studio aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est un des studios les plus importants d'Europe en soi. Réunion Lance Internationale, vraiment un truc assez fou. Et pour rentrer là, est-ce que l'expérience que tu avais eue avant sur déjà de la production animée a vraiment joué ou tu penses que ça aurait pu marcher aussi si tu sortais de live action avant de rentrer là? Alors, je pense que ça a aidé, je pense que c'est un plus parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup la transition. Mais après, moi, en tant que, par exemple, dire de prod ou productrice exécutive, j'ai déjà moi-même recruté des gens sur des postes de chargé de prod ou d'assistant de prod qui venaient du live parce que c'est vrai qu'une fois qu'on connaît le métier, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transposer en fait d'un milieu à Hmm. l'autre. Quand on vient du live, en fait, il y a quand même un temps d'adaptation pour se familiariser avec le vocabulaire et le pipeline d'animation qui est quand même particulier, mais c'est quelque chose qui s'apprend très vite. Et si on est quelqu'un qui s'intéresse à la production, on a déjà quand même le côté, voilà, peut-être être familier avec les plannings de production, les budgets, Ouais. la communication avec les artistes, etc., voilà, c'est quand même assez facile, je pense, de s'ajuster entre les deux. Après, avoir déjà de l'expérience sur des productions d'animes, c'est toujours un plus. Mais c'est vrai que moi, mon expérience, ça a été vraiment via les stages ou mon alternance, en fait. Euh, et encore, venant de mon alternance, moi, j'étais quand même beaucoup sur plus assistante du producteur Ouais. plutôt que être dans vraiment la fabrication des projets ou la distribution qui est complètement à l'opposé en fait du pipeline. Donc j'avais vraiment, enfin moi je trouvais que je manquais cette expérience dans le projet où on est vraiment sur le suivi de fabrication d'un film. Et c'est ça que je me demande justement parce que au moment où on tourne là, la vidéo est pas encore sortie, mais j'ai tourné une autre interview avec Lucie Giraud qui gère aussi des projets comme ça au quotidien avec les équipes. Donc elle est à Xilam. Et il y a ce côté, enfin elle est assistante réalisatrice. Et elle est sur le D'accord. terrain à gérer les équipes, etc. À voir que tout se passe bien, à regarder l'animatique en décomposant, qu'est-ce qui doit être fait, etc. Et c'est quoi la différence entre ça
Et ce que tu fais toi, est-ce que c'est deux rôles finalement qui sont très très proches l'un de l'autre? Parce que des fois les termes des métiers, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se rentrent un peu l'une dans l'autre et qu'il y Hmm. a certains noms qui font un peu la même chose, tu vois. Ouais, alors assistant ou assistante de réalisation, c'est vrai que c'est quand même très lié à la production dans le côté voilà déploiement des animatiques, etc. Et vraiment la liaison avec les projets ou les chefs de département, les superviseurs. Mais Mhm. c'est pour moi c'est quand même un métier qui est plus ancré sur le côté créatif en fait du process de fabrication. Alors que moi en prod exé, c'est vraiment tout ce qui est la plus grosse partie de mon travail, on va dire, c'est vraiment le suivi du budget. Donc le D'accord. suivi de fabrication au jour le jour avec les chargés de prod, assistante de prod, assistante de réal. Mais moi, ce qui est vraiment le cœur de mon métier, on va dire, c'est le suivi du budget. Et en fait, c'est même de là dont vient le nom du rôle line producer. En fait, c'est parce qu'on analyse les lignes du budget Hmm. une par une quoi, sur le cours de la production. Et la grosse différence entre parce que c'est une question que j'ai souvent aussi entre qu'est-ce que productrice exécutive et juste productrice ou productrice déléguée. Donc moi, je suis productrice exécutive dans le sens où quand j'arrive sur un projet en général, le film ou la série ou le projet est complètement financé. Donc je dis en général parce que c'est vrai qu'il y a toujours des exceptions et des fois on a des gaps sur certaines lignes ou des choses comme ça. Mais moi, en prod exé, j'arrive vraiment au moment où voilà, le projet a été financé, il est greenlité, il est prêt à rentrer en pré-production en général. Ouais. Donc, j'ai pas du tout le côté essayer de trouver des financements, essayer de trouver des partenaires ou des coproducteurs. Ça, c'est vraiment le côté producteur, producteur délégué, en fait. Donc, moi, je travaille vraiment en liaison avec les producteurs tout le temps. C'est à eux que j'ai mon rapport direct, en fait. Mais quand j'arrive sur un projet, en fait, on a un budget, on me le donne et au moment où on Hmm. me le donne, c'est là où vraiment les choses se mettent en place et moi, je fais le suivi du budget jusqu'à ce que le film ou la série soit fini et livré au client ou au diffuseur ou à la chaîne. D'accord. Donc là, je vois un peu mieux les différences du coup, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi, parce qu'il y a tellement de rôles différents et ensuite de personnes qui assistent ces rôles-là, etc. Et toi, est-ce que tu as justement des personnes qui doivent aussi assister le côté production exécutive, ou c'est toi qui dois chapeauter l'ensemble et qui fait l'intermédiaire entre les équipes? Alors moi, je travaille avec en général, j'ai un ou deux ou une ou deux directeurs, directrices de production qui travaillent avec moi directement. Donc ça dépend encore de la taille du projet. Sur des grosses productions, en général, on essaye d'avoir une ou deux personnes et ensuite on a des équipes de chargés de production et d'assistants de production. En fait, mes directrices de production, par exemple, sur le projet sur lequel je travaille là, c'est vraiment elles qui vont regarder, qui sont en charge des plannings de production de leur département, on va dire, selon, voilà, d'une semaine à l'autre. Est-ce qu'on a fini cet épisode à temps? Est-ce qu'on aura besoin d'avoir un peu plus de temps? Et les chargés de production, en fait, c'est les personnes qui sont vraiment le point de contact direct des artistes. Donc, c'est elles qui vont faire les check-in tous les jours, voir si tout le monde a bien, voilà, toutes les informations dont ils ont besoin, si tout est bien assigné dans, voilà, les logiciels qu'on utilise en production management du type ShotGrid, Mhm. Google Sheet et tout ça. Donc, j'ai vraiment une grosse équipe de production qui fait, on va dire, la liaison au jour le jour avec les artistes directement. Et puis, moi, mon rôle est beaucoup plus en contact avec les chefs de département, donc les Ouais. superviseurs ou les directeurs d'anime, etc. Et puis après, la directrice des productions du studio, les producteurs, les coproducteurs, quand il y a des coproducteurs sur des projets, et puis aussi toute l'équipe, donc en anglais on dit operations, donc tout ce qui est Hmm. studio, compta, RH, les équipes légales en fait du studio, je travaille beaucoup avec eux aussi. Et il y a tout le côté liaison avec voilà, un client quand il y a un client, par exemple, ou les chaînes, les distributeurs quand il y a des distributeurs. D'accord. Donc ouais, ici, on dirait qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à Ouais. gérer, à avoir en tête tout le temps. Donc ça, c'est un truc aussi qui, j'imagine, prend beaucoup d'espace
dans ta vie pro et peut-être que ça a du mal et ça déborde ailleurs et tout. Est-ce que t'arrives à gérer correctement le côté responsabilité, gestion de plein de choses en même temps? Comment est-ce que t'as forgé un peu cette compétence-là? Parce que Ouais. c'est pas facile du tout. C'est pas facile et non, c'est vraiment un métier où, alors moi, c'est ce qui me plaît aussi. J'aime bien le côté où on a quand même c'est très varié comme rôle. On a Ouais. plusieurs casquettes. Moi, j'aime beaucoup le côté budget et c'est vraiment, voilà, j'aime bien gérer le budget. J'aime bien faire le suivi des comptes, des rapports de production, des choses comme ça. C'est vraiment un côté du métier qui me plaît beaucoup. Mais on a aussi tout le côté, voilà, gérer les équipes et il y a un vrai côté humain en fait en production que moi je trouve vraiment passionnant. Et après, arriver à gérer les deux, je pense que c'est vraiment ça se fait avec l'expérience. Et je Mm. me souviens très bien quand j'ai commencé en assistant de production sur Song par exemple, où je m'imaginais jamais pouvoir faire ce genre de rôle où on doit être un petit peu partout, Ouais. vraiment savoir gérer, être interrompu beaucoup aussi. On n'a jamais des journées qui se ressemblent, mais je pense que ça s'apprend vraiment avec l'expérience. Et aussi, moi, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des gens, soit en dire de prod ou en prod exé. Qui est juste voilà des mentors un peu on va dire qui moi Mm. m'ont beaucoup appris et puis je pense qu'il y a tout un côté à faire soi-même en fait où on apprend au fil du temps à gérer son temps, à gérer ses priorités, à gérer le stress aussi et à pas laisser ça vraiment trop, on va dire, euh, passer entre le côté pro et perso, c'est toujours un peu compliqué, je pense, en anime, parce que c'est vrai que Ouais. voilà, c'est quand même des métiers qui tiennent beaucoup à cœur. Et puis moi, j'ai de la chance que mon compagnon travaille aussi dans l'animation. Donc on a quand même, voilà, on parle beaucoup d'anime à la Ouais. maison. Donc je sais pas si je suis vraiment un rôle dans le sens où moi je pense pas que j'ai craqué le code de pouvoir Mm. voilà rentrer à la maison et pas du tout penser au boulot. Je pense que c'est quand même des rôles où on n'est pas du tout dans les voilà, on arrive à 9 heures, on part à 18 heures et puis on repensera à tout ça quand on revient à 9 heures le lendemain quoi. Après je pense que c'est important de pouvoir voir qu'il y a des périodes où voilà, ça va être un petit peu plus intense et on se gère dans ces périodes-là et puis quand même de réussir à organiser son temps pour que ce soit pas tout le temps comme ça. C'est vrai que ça peut être très intense sur des grosses productions. Mais je pense que c'est aussi le côté qui est quand même intéressant en animation, c'est que, enfin moi en tout cas de mon expérience, c'est toujours, voilà, on bouge d'un projet à l'autre. Donc c'est aussi toujours différent d'un projet à l'autre selon le format, selon la cible, etc. C'est quand même, ça change beaucoup et c'est quand même intéressant de pouvoir, voilà, souffler entre plusieurs projets ou Mm. je pense que moi, ce qui me fait vraiment tenir, on va dire, sur la distance, c'est que sur chaque projet, on apprend quelque chose de nouveau presque tous les jours, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. C'est ce qui me plaît le plus dans ce milieu. C'est même après avoir fait 5 ou 6 ou 15 productions, on a toujours des nouveaux challenges ou des Ouais. choses à régler dont on n'a jamais eu l'expérience avant. Et moi, je trouve ça vraiment, voilà, c'est un des côtés du métier, je pense, qui m'intéresse le plus. Donc le côté toujours avoir des choses différentes et tout. Et donc là, tu as travaillé sur plusieurs longs métrages. Tu disais que tu étais sur une série. C'est quoi la différence en fait dans ton approche à toi entre gérer un long métrage et gérer une série? Et puis là, on parle que de 2D. En 3D, il y a des choses encore différentes, etc. Oui, alors moi, j'ai pas du tout d'expérience en 3D, donc c'est assez simple. Moi, je suis vraiment en production 2D, donc soit long métrage tradi digital, donc sur TV Paint en général, Mhm. ou soit sur des séries, mais aussi 2D, soit tradi digital, soit en rig. Et alors, pour moi, la plus grosse différence, je pense que après, j'ai fait que du film indépendant. Donc, Ouais. je pense qu'il y a tout un côté où voilà, je j'ai pas du tout cette expérience dans des gros studios où on a des gros budgets de long métrage. Moi, en long métrage, j'ai fait Le Chant de la Mer et après, j'ai fait euh, The Breadwinner, donc Mhm. qui est en français, je crois que c'était Parvana, une C'est Parvana, enfance une en vie en Afghanistan. Afghanistan. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même du film 2D indé. Euh, je pense que la plus grosse différence, c'est qu'en série, le rythme est beaucoup plus soutenu et on est obligé de toujours faire un choix entre la qualité et
voilà, livré à temps, quoi. Ouais. Alors que sur le long métrage, on a quand même des plannings qui sont beaucoup plus étirés et qui sont beaucoup plus axés sur la qualité du film que sur la série, surtout en preschool, par exemple, où on est quand même sur voilà, des plannings de production qui peut être un épisode à finir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. On fait du 60 secondes d'anime euh, par semaine, alors que sur du long Ouais. métrage, les animateurs en général en rough, ils sont plutôt entre, on va dire, 6 et 8 secondes d'anime. Donc, c'est des grosses différences de quota, de rythme. Il y a quand même moins de choses aussi à livrer en long métrage. On a une grosse livraison à faire. Alors qu'en série, c'est quand même beaucoup plus soutenu. Mais moi, j'aime beaucoup les deux. Puis je trouve que surtout récemment, il y a quand même des formats de séries qui sont très très différents et variés Mm. où on fait de la série feuilletonnante, on fait des séries longues avec des épisodes de 22 ou 26 minutes. C'est quand même beaucoup plus commun aujourd'hui que ça y était il y a 10 ans. Donc maintenant, quand on rentre dans la série, c'est pas forcément pour faire du preschool ou voilà, du Peppa Ouais. Pig, des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de choix qui sont aussi très intéressants d'une manière qualitative. Et dans la série, j'imagine qu'il n'y a pas le même enjeu aussi, parce que c'est une série dépend forcément d'une plateforme ou d'une chaîne. Donc il y a peut-être les retours aussi qui sont pas les mêmes, les exigences de on met ça dans la série ou non, des choses comme ça, peut-être qui sont aussi changées par rapport au film où quelque part on fait un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai que moi, je pense que j'ai cette expérience sur les longs métrages avec Cartoon Saloon, puisqu'ils sont toujours coproducteurs du projet. Et donc, c'est vraiment une vraie collaboration entre tous les coproducteurs. Donc, il y a vraiment un échange. C'est vraiment le côté qualité du film, je pense, qui est toujours mis en avant. Et on cherche toujours des solutions en production pour arriver à vraiment à ce que le réalisateur ou la réalisatrice ait la vision du film qu'ils avaient en fait. Alors qu'en série, c'est vrai que après ça dépend de comment le projet est financé, mais en général, voilà, moi j'ai quand même bossé sur des séries où on a un client majoritaire pour lequel on fait le service de la série. Donc, par exemple, mais c'est quand même, ça peut être quand même être dans des séries de très haute qualité. Moi, j'ai fait Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles, Mhm. donc qui est pour Nickelodeon, et en fait qui est une série, mais où c'est vraiment de la série 2D dessinée à la main. Donc, on a un petit peu, on va dire, le best of Ouais. both worlds. On a une série où la qualité de l'anime est très très haute, et en même temps, ça reste un planning de production de série avec voilà plusieurs épisodes en production en même temps, à livrer en même temps, etc. Où on a le côté aussi gérer le client qui est un gros aspect du rôle, quoi. En tant que prod exé, en général, c'est toi qui va être la personne qui va être le lien direct entre le client, les producteurs, faire la liaison aussi avec le réalisateur, si on a un réalisateur au studio, par exemple. Et ça, c'est un aspect du rôle qui, je pense, est l'un des plus stressants parce que c'est quand même toujours difficile d'être la personne qui, on va dire, est en ligne de mire, quoi, quand Ouais, c'est on a ça. des Tout le monde compte sur retards. toi et tout. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment je pense, un des côtés du métier où on apprend vraiment avec plus on le fait, moins ça fait peur, on va dire. Mm. Moi, c'est vrai que c'était le côté que j'appréhendais le plus en début voilà, quand j'ai fait mes premiers rôles de prod exé, moi, j'ai surtout travaillé dans les pays anglo-saxons ou avec des partenaires anglo-saxons, on va dire, donc aussi le côté gérer tout ça dans un langage qui est pas mon langage maternel, ça prend un petit peu de temps pour avoir Ouais. voilà la confiance en soi aussi, je pense, qui se gère après plusieurs prods. Ouais, c'est ça. Et donc tu parlais de avoir plusieurs épisodes en même temps en production dans une série, tout ça. Est-ce que, enfin, quand on gère la production d'un film ou d'une série, on est que là-dessus, j'imagine, pendant 1 an, 2 ans ou plus, tu fais pas plusieurs Ouais. projets en même temps. Alors, ça dépend. Ça dépend des studios. Moi, c'est vrai que j'ai eu plusieurs expériences complètement différentes parce que, donc, par exemple, quand j'étais chez Cartoon Saloon, du Chant d'Amer à ma dernière production, c'est vrai que je faisais voilà, une production à la fois où, en général, il y avait un petit temps
Alors, je sais pas comment on dit en français. Il y avait un petit temps d'overlap entre, on Ouais. finissait, voilà, Bon, ça vraiment superpose, quoi. ouais, ça se superpose. Ouais. Entre les productions, mais c'est vrai que c'était pas des choses qui étaient sur la durée. Donc, on se focalisait quand même sur un projet en même temps. Ensuite, j'ai fait un projet à La Réunion avec Arnaud Bollard où pareil, c'était une série, mais où j'étais aussi travaillé beaucoup avec lui sur voilà des projets qui potentiellement pourraient rentrer en production. Donc, on faisait des plannings, du budget. Donc, c'était pas travailler sur un projet à plein temps, mais Mm. vraiment juste voilà essayer d'aller choper un petit peu d'autres projets, euh, tout en restant sur une production majoritairement. Quand j'étais en Australie, là par contre, j'ai eu quand même plusieurs projets à la fois, mais dans le sens où il y avait un petit peu plus de superposition entre le moment où on a fini les Tortues et je suis passée sur une autre série qui s'appelle Lego Monkey Kid. Moi, j'ai fait 2 saisons avec eux où pareil, il y avait cette superposition entre la saison 1 et la saison 2, et aider aussi sur voilà, potentiellement d'autres projets qui pourraient se lancer en production. Euh, mais majoritairement, on reste quand même en production exécutive. On est la personne responsable du projet, donc c'est quand même difficile de séparer son temps sur deux productions, quoi. Comparé à quelqu'un qui est, par exemple, directrice des productions. Là, par exemple, au studio, on a une directrice des productions qui vraiment est attachée à chaque projet, mais qui n'est pas dans le détail, qui n'est pas dans au jour Ouais. le jour des productions, quoi. Ok. Et c'est vrai que dans les productions que tu gères, il y a, j'imagine, à la fois des choses où tout est fait par le studio, pré-production, etc. comprises, et d'autres où peut-être que tu reçois déjà tout par le client et qui ensuite c'est juste la production. Est-ce que c'est le cas par exemple sur les Tortues Ninja où ils ont déjà tout fait la pré-prod ou... Alors, ouais, les Tortues Ninja, la pré-production, c'était chez Nickelodeon. Donc, nous, on s'occupait de tout à partir du layout jusqu'au compositing, en fait. Donc, Ouais. c'était quand même toute la partie production est faite chez Flying Bark à Sydney, en Australie. Donc, on reçoit les animatiques, les designs clés, les choses comme ça. Mais tout ce qui est du layout BG, en fait, et layout posing jusqu'au compo, c'est fait à Flying Bark. Et la seule chose qui est donnée à l'étranger, c'est le Link and Paint, en fait, qui est fait par un studio prestataire que du coup on reçoit. Donc c'est vraiment intéressant sur ce genre de rôle où on a le côté travailler directement avec le client ou la chaîne, mais aussi travailler avec les studios prestataires et être sûr que voilà, eux aussi, ils ont tout ce qu'il faut pour faire leur épisode et pour nous livrer à temps pour qu'ensuite nous, Ouais. on puisse finir à temps, etc., etc. Ok. Et c'est vrai que tu disais qu'il y avait un point important dans le métier, c'était la gestion budget, etc. Et en fait, est-ce que tu as un avis, peut-être un retour là-dessus sur les 10 années où tu as travaillé, le côté budget peut-être de plus en plus grand, mais en même temps l'ambition qui est aussi de plus en plus grande et tout, j'imagine que ça crée des défis aussi. Il y a toujours un aspect, j'ai l'impression, on doit compresser un budget, même s'il est plus élevé qu'avant, pour faire plus en fait finalement. Ouais, c'est toujours le sujet qui est difficile parce que moi j'ai travaillé sur des budgets vraiment du très petit, de l'ordre tu vois, 3 millions peut-être jusqu'à entre 3 millions et 15 millions, on va dire, Mhm. d'euros. Donc c'est quand même des budgets assez différents, mais ça reste quand même du petit budget, on va dire, comparé à ce qu'on peut faire sur des gros studios. Sur n'importe quel budget, en fait, on a toujours ce compromis entre le côté créatif et le côté voilà, budget production, où en fait, on est quand même limité par un budget, mais on a des ambitions qui ne sont pas forcément Mhm. alignées, on va dire, avec le Ouais. budget ou le planning. Donc, je pense que c'est vraiment un côté où voilà, il faut complètement l'accepter, je pense, dès le début. Et c'est vraiment pour moi un aspect important du rôle où en fait on est toujours en collaboration et en discussion avec le réalisateur ou les chefs de département pour qu'on essaye de faire voilà euh, ce qu'on peut faire au mieux avec le budget, les équipes qu'on a, en essayant d'avoir voilà le moins de compromis possible sur la qualité du projet, mais en même temps il faut quand même finir à temps ou finir sous le budget. Donc c'est vraiment
c'est un des points, on va dire, essentiels du rôle. Je pense, on n'aura jamais un budget parfait ou un planning parfait, Ouais. parce que il y a quand même tout un côté humain à gérer, où voilà, on n'a pas forcément le contrôle de tout. Par exemple, même en recrutement, ça peut être très difficile de recruter des équipes en place, où on recrute des gens qui finalement s'avèrent pas être la bonne personne. Donc il y a quand même un côté où il faut pas avoir peur, je pense, de gérer des conflits ou des Mm. négociations. Voilà, il y a tout un côté qui, je pense, pour moi, a été le plus dur à travailler parce que de base, je suis une personne un petit peu introvertie, donc c'est quand même un gros travail à faire sur soi-même au Ouais. début. C'est pas plaisant, mais en fait, je pense qu'avec l'expérience, on accepte juste que bon, voilà, ça va être des conversations qui sont peut-être un peu difficiles et pas très agréables, mais il vaut mieux les avoir que Ouais. ne, que ne rien dire. Et au final, ça se passe toujours mieux que ce qu'on imagine dans nos têtes. Mais c'est vraiment un côté, je pense, qui fait partie du rôle où vraiment, moi, je le vois vraiment comme une collaboration avec mon réalisateur ou ma réalisatrice. Ça m'intéresse pas du tout de dire, bah voilà, non, non, on peut pas le faire parce que j'ai décidé que non. S'il y a une façon de trouver un compromis ou d'être un petit peu créatif aussi avec le planning ou le budget, moi, ça m'intéresse vraiment d'être dans la collaboration, en fait, avec l'équipe créative, quoi. Mm. Parce que l'un des trucs qui peut aussi arriver, je sais pas à quel point c'est courant tout le temps, etc. Parce que bah, je travaille pas en studio, mais le côté, bah, il faut faire beaucoup d'heures à certains moments, etc. Donc il y a tout ce truc-là où j'ai l'impression que l'équilibre est vraiment dur à trouver. S'il y a toujours de plus en plus d'ambition, etc., j'imagine que c'est pas facile de tenir justement ce truc-là. Et il y a aussi le côté d'autres séries sortent en étant aussi ambitieuses et tout. Enfin, c'est un système super complexe finalement, mais faut pas se retrouver écrasé dans le truc quand t'es là à animer ou à faire des décors et tout. Donc j'imagine que c'est pas évident du tout à trouver l'équilibre, quoi. Ouais, non, mais c'est toujours compliqué. Après, c'est vrai qu'on a aussi toujours la question de voilà si on quand on présente un budget, par exemple, au moment où les producteurs essaient de financer un projet, ils peuvent présenter un budget qui pour eux leur semble bah, voilà ça c'est complètement faisable sur Mm. le côté ce qu'on attend en termes de qualité et le planning. Et puis ça peut revenir du côté du client ou de la chaîne pour pousser voilà à ce que ce soit voilà faut que ce soit fait sur un budget un peu plus limité. Donc il y a toujours ces discussions où je pense que ça fait vraiment partie de l'industrie. Et je pense que nous, en prod, ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de projeter au plus réaliste possible et avoir un petit peu ces informations qu'on apprend en fait d'une production à l'autre et de partir sur le prochain projet avec ce qu'on a appris et vraiment essayer à chaque projet d'améliorer nos plannings pour qu'ils soient Ouais. plus alignés avec ce qu'on a vu, ce qui était faisable en fait sur le long terme. Après, c'est vrai que ça, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile en série quand on a des gros formats où on est vraiment sur une forme presque de marathon, en fait. Où, voilà, on peut Mm. avoir des productions qui durent 2 ans. Moi, là, je suis sur une production depuis un peu plus de 2 ans et on n'a pas encore fini. Donc c'est quand même voilà, il faut suivre sur le rythme aussi et on n'est pas du tout sur des formats un peu plus courts où voilà, on peut peut-être être en crunch time Mm. pendant plusieurs mois et après c'est fini. Là, on est quand même sur des tendances à avoir des plannings de production qui sont sur la durée parce qu'encore on est dans des peut-être dans des séries où on est sur du format un petit peu plus long, donc faire 10 épisodes d'une demi-heure, c'est quand même différent Mm. que de faire des 7 minutes, quoi. Sur le 7 minutes, on est quand même sur des choses qui peuvent voilà, sortir beaucoup plus rapidement. Il y a plus de chances de faire de la réut aussi, réutiliser des assets ou de l'anime même Ouais. qui ont été faits d'un épisode à un autre. C'est vraiment ce qui permet d'avoir ces plannings de prod un petit peu plus condensés, on va dire, en preschool, alors que quand on est sur des cibles un petit peu plus hautes, on va dire comme les tortues, par exemple, là, on est vraiment, il y a pratiquement aucune réutilisation possible d'un Mm. épisode à l'autre et il y a de l'action, il y a de la complexité à gérer, voilà, ça dépend vraiment des projets, mais je pense que sur un studio, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on apprend sur chaque
production en fait et qu'on essaye d'améliorer nos pipelines, nos workflows, nos estimations aussi en fait. Ou voilà, si on part sur un planning de prod sur une série où on pensait qu'on allait faire 15 secondes d'anime par semaine, mais qu'on réalise qu'en fait on en fait que 12, Mm. bah, au prochain projet, on fait un planning avec 12 secondes au lieu de 15 quoi. Ouais. Et tu te retrouves avec les mêmes équipes régulièrement, parce que là, tu es dans le même studio, etc. Donc, est-ce que c'est toujours les mêmes gens avec qui tu travailles, ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de roulements, de gens qui partent, qui reviennent? Il y a quand même beaucoup de roulements. Après, moi, j'ai quand même beaucoup travaillé à l'étranger. Donc, c'est vrai que quand j'étais à Cartoon Saloon de 2012 à 2018, et on avait quand même des équipes assez, on va dire, permanentes d'un projet à l'autre dans tout ce qui était supervision, en fait, en Mm. poste de supervision. Après, c'est vrai que les artistes, c'est quand même une industrie où il y a beaucoup de roulements. Surtout quand on a des personnes qui viennent de l'étranger, en fait, où voilà, c'est quand même une expérience de tout quitter, de Mm. venir vivre dans une petite ville en Irlande ou à La Réunion ou en Australie. C'est quand même des gros changements de vie. Et on n'a pas beaucoup de personnes, en fait, qui décident de rester indéfiniment. Forcément loin de leur pays natal, quoi. Donc il y a beaucoup de roulements, mais je pense que ça fait partie aussi de l'intérêt de l'industrie, c'est qu'on rencontre vraiment plein de gens qui viennent du monde entier, et c'est comme ça qu'on crée aussi voilà nos propres réseaux, nos propres Mm. contacts. Et en production, je pense que c'est très intéressant aussi parce que c'est vrai que moi j'ai vraiment tendance à appeler les gens avec qui j'ai travaillé sur des prods précédentes quoi, à chaque fois qu'on recrute. C'est vrai que c'est comme ça que ça marche dans Ouais. l'industrie. Justement, par rapport à ce côté, ben, quitter son pays, aller dans d'autres endroits, tout ça, c'est quoi un petit peu ton expérience là-dessus? Donc, tu as été d'abord en Irlande, ensuite en Australie, la Réunion qui reste aussi exotique, même si c'est la France. Donc, il y a un peu ce côté, ben, t'as vu plusieurs endroits. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie d'aller à un autre endroit au début déjà? Tu disais que c'était un truc qui te plaisait de voyager au départ. Est-ce que tu avais voyagé avant ou est-ce que c'était juste une envie? Moi, je sais qu'avant de travailler, j'ai pas vraiment voyagé, par exemple. Ouais, non, moi, j'ai toujours eu envie. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était très clair quand je pensais à ma future carrière où j'avais Mm. vraiment envie tout de suite de travailler à l'étranger, d'avoir cette expérience professionnelle à l'étranger. Et je pense que ça vient tout simplement de mes parents qui ont eu la même expérience en fait, où eux ils ont vécu pendant presque 10 ans avant de m'avoir moi et ma sœur à l'étranger en fait, et ça a vraiment été euh, une grosse partie de notre enfance en fait d'entendre ces histoires Mm. extraordinaires de leur vie en fait avant enfant quoi. Donc ils ont eu cette chance de pouvoir vivre à l'étranger pendant longtemps, et je pense que ça leur a beaucoup appris. Ils ont aussi forgé beaucoup d'amitiés qui existent encore aujourd'hui pendant ces années en fait à l'étranger. Et moi j'ai toujours eu envie de ça en fait, d'avoir cette expérience, et mes parents m'ont toujours poussé à y aller aussi, et pas avoir peur. Donc ils ont toujours été d'un support extrême dans ce sens-là, et puis Ouais. ma sœur aussi. Donc c'est vrai que ça aide, et on a beaucoup voyagé enfant aussi. Moi, ma mère vient de l'île Maurice en fait, donc la Mm. Réunion, voilà, c'était quand même Ouais. sur mon radar pendant longtemps. Et avec la première expérience en Irlande, en fait, moi, j'ai vraiment eu une super expérience sur Song. Ça m'a vraiment donné envie de rester. Kilkenny, c'est une petite ville très chouette. J'aime beaucoup l'Irlande. J'y suis très attachée. Donc, j'ai quand même passé, voilà, presque 5 ans et demi en Irlande. Et c'est Mm. vrai que vers la fin, je m'ennuyais un petit peu, on va dire, à Kilkenny. C'est vrai que c'est quand même une petite ville. Ouais. Et j'avais envie voilà, d'avoir d'autres expériences avant de rentrer dans la trentaine, en fait. Et puis aussi, j'ai quand même travaillé pendant très longtemps chez Cartoon Saloon, où j'ai beaucoup appris dans tous ces différents rôles de production et les différents projets aussi. Mais j'avais quand même cette envie de voir comment on gère les choses dans d'autres studios, et d'essayer d'apprendre un peu plus sortir de ma zone de confort un petit peu aussi. Euh,
Et la Réunion, ça a été une expérience très exotique, effectivement. Et puis c'est vrai je pense que c'est toujours important d'avoir cette expérience d'être la nouvelle personne encore. C'est vrai qu'on oublie très vite, Mm. en fait, ce sentiment d'être nouveau sur une prod ou dans un studio. Et je pense que ça apporte beaucoup d'humilité de le Ouais. refaire de temps en temps. Et c'est vrai que moi, après presque 6 ans chez Cartoon Saloon, j'avais un petit peu oublié ce côté, voilà, comment on utilise la machine à café, des choses un peu bêtes, quoi. Mm. Ouais, t'étais à Et la maison au bout ça, d'un moment. j'étais bien à la maison et très confortable. Donc voilà. Après, moi, j'ai eu, en fait, avec mon compagnon qui avait aussi lui très envie de vivre à l'étranger. Donc je pense que ça aide aussi quand on est Ouais. deux. C'est toujours plus simple de faire ce genre de gros changements de vie quand on n'est pas tout seul. Donc moi, forcément, l'avoir à mes côtés, ça a toujours, voilà, c'est un gros point, je pense, de ce Mm. genre de décision, que ce soit pour aller à La Réunion ou après en Australie où entre-temps on a eu un bébé donc il y avait cette addition en fait de voilà si on le faisait pas maintenant en fait ça c'est toujours plus compliqué de Oui. bouger avec un enfant quand il y a l'école qui commence etc. Donc comme on avait vraiment cette envie d'expérience à l'étranger, on s'est dit que, allez, on se lance et ça a été vraiment une expérience incroyable de vivre tout ça ensemble. Et je pense que ça apporte beaucoup aussi sur le côté humain du rôle en production, je pense qu'il est très important et que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment apprendre. Je pense que si on n'a pas les expériences humaines qui vont avec, ou voilà, tout ce qui est Google Sheet ou Excel, ça s'apprend sur le Ouais. tas, où il y a des milliers de tutoriels sur YouTube, etc., ou des masterclass pour apprendre un petit peu ces côtés, on va dire, techniques du métier, alors que le côté humain, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on développe avec ces expériences où on sort un petit peu de nos zones de confort, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés si on était resté voilà dans notre maison ou dans Mm. notre studio où on se sent le plus confortable et ça offre quand même une possibilité d'avoir un réseau qui est assez énorme et moi c'est vraiment une expérience que je recommande même si c'est vrai que c'est très dur hein, je vais pas essayer d'enjoliver les choses. C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de stress additionnel qu'on forcément on voit pas Mm. avant de faire ce genre de déménagement à l'autre bout du monde ou pendant le Covid. Voilà, des choses comme ça Ouais. où c'est quand même difficile. Mais je pense que ce qu'on rapporte de ce genre d'expérience plus-value totalement les moments de doute ou de stress qui font aussi partie, je pense, de ce côté où voilà, moi j'arrive vraiment à m'identifier maintenant avec des artistes qu'on emmène sur des productions et qui ont jamais vécu en Irlande ou qui connaissent pas forcément le langage, etc. Je pense on a vraiment besoin de cet aspect dans un studio comme Cartoon Saloon où ouais, je pense que c'était dans une de tes vidéos où je pense que vous parliez de recrutement, où Ouais. justement, je crois que c'était Marc, son prénom, parlait C'est de, ça. voilà, on est dans une époque où en fait il y a beaucoup de concurrence et les animateurs ou les artistes ont quand même beaucoup de choix et on a besoin d'offrir quelque chose de plus que juste le nom d'un studio ou le nom d'un projet. Et je pense que c'est vraiment ce côté, qu'est-ce qu'on apporte en plus quand on a des gens qui arrivent de loin. Moi, c'est vraiment un aspect du rôle qui m'intéresse et que j'ai envie de développer en tout cas sur voilà, soit mes prochaines productions ou le prochain studio où j'irai travailler. C'est quand même un des points qui me tient à cœur où c'est pas juste, voilà, il y a quand même une décision à prendre qui est vraiment difficile de venir s'installer dans un pays à l'étranger. Et je pense que quand on demande ce genre de, de risque Mm. tu vois, à nos artistes ou nos équipes en production, je pense qu'il faut aussi être là de l'autre côté pour aider quand il y a toutes ces petites choses de la vie au quotidien en fait qui déboussolent un petit peu au début, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça reste temporaire, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, je pense que toi et les autres personnes qui sont dans le studio savent que ben on va bouger, peut-être revenir 6 ans après, refaire un truc dans le studio. Donc le côté vraiment déménagement physique, ça implique plus de choses puisqu'on va pas rester sur place pendant 20 ans, quoi.
Donc ça Ouais, doit ouais, c'est aider. ça. Puis c'est vrai que je pense qu'en France, on a quand même vraiment l'avantage du statut d'intermittent qui fait Mm. je pense que voilà, il y a quand même beaucoup de talents en région parisienne ou dans d'autres régions en France maintenant qui se développent vraiment beaucoup en animation, notamment Valence, Angoulême. Alors qu'en Irlande, c'est quand même Dublin qui a la majorité des studios, on va dire, et des talents qui sont sur place. Et à Kilkenny, on a quand même ce côté, bon, beaucoup moins qu'il y a 10 ans maintenant, parce que c'est vrai que Cartoon Saloon est quand même beaucoup plus connu maintenant. On a aussi Lighthouse Studio, donc il y a quand même deux entités maintenant qui attirent. Mais c'est quand même un travail, je pense, à faire de tous les jours et c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, qu'il faut arriver à attirer des talents pour rester sur des productions, mais aussi pour rester sur le long terme et pas forcément avoir à faire autant de roulements. Mais c'est un sujet compliqué parce que je pense Mm. qu'il y a quand même aussi toujours l'intérêt des gens qui viennent dans ce genre d'industrie. On a un petit peu tous la même envie d'avoir des expériences variées et autour du monde, quoi. Je pense que c'est moi un côté que je pense pas que ça m'arrêterait un jour de me dire ah j'adorais avoir une expérience je sais pas en Angleterre ou dans d'autres pays où j'ai Mm. pas encore eu l'occasion d'y vivre. Mais bon, je pense qu'il y a un moment où ça s'arrête, quoi. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans des industries où on voit le nombre de projets, le choix dans les projets qui existent maintenant juste en Europe, c'est Ouais. incroyable et ça donne quand même envie d'y participer d'une manière ou d'une autre, quoi. Et il y a aussi pour finir ce côté, on peut travailler depuis les studios même en changeant de région, de pays, etc. Et puis il y a beaucoup aussi qui travaillent maintenant, tout en étant en intermittence, tout ça, depuis chez eux, Ouais, ouais, ouais. enfin Ça depuis la serait que maison, quoi. Donc ça a beaucoup c'est un changé. truc intéressant. Mm. Ouais, ouais. Ça donne aussi, je pense, beaucoup d'opportunités à beaucoup de studios aussi de travailler avec des talents avec qui ils auraient peut-être pas pu travailler il y a 5 ou 6 ans ou 10 ans. C'est vrai que c'est intéressant de voir où ça va en venir. C'est ça, parce qu'on peut travailler depuis la France avec les États-Unis, le Japon, d'autres pays. J'allais dire c'est facile, non, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant. En tout cas, une fois qu'on est rentré dans le fait d'être recruté par ces studios-là, c'est beaucoup plus facile de faire ça à distance, puisque tout le monde s'est rendu compte que, bah, en fait, c'était possible. Et même des studios qui étaient un peu plus restrictifs rien ne sort et tout, ont mis en place des systèmes pour que ce soit possible à la maison avec des machines, des serveurs exprès, etc. Donc, quelque part, ça a débloqué un truc. Qui est chouette au niveau qualité de vie aussi, si on veut pas être Ouais, tout tout le temps à au fait. Bah, studio, c'est vrai etc. c'est quand même compliqué dans l'industrie où on a quand même ce côté bouger tout le temps. C'est fatigant. Et puis, bah, c'est vrai que là, moi, je l'ai fait, on va dire, sur les 5 dernières années, mais je pense que dans 5 ans, j'en aurais peut-être pas forcément envie encore. Hmm. Donc, c'est vrai c'est vraiment génial, je pense, pour beaucoup de gens dans l'industrie aujourd'hui de voir qu'on peut aussi choisir un endroit où, voilà, ça va être notre base et on n'a pas forcément besoin de bouger tous les ans ou tous les 2 ans pour travailler avec les gens dont on a envie de travailler aussi, quoi. Ouais, carrément. Bah écoute, je pense qu'on a fait pas mal le tour de pas mal de choses. Je sais pas si t'as un petit quelque chose que tu voulais rajouter. Bah écoute, merci beaucoup pour cet entretien. C'était super chouette de discuter. Et puis, j'espère que ça va donner envie à des gens de se lancer en production. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont pas forcément très connus parce que on est plutôt dans, on va dire, les behind the scenes. Mhm. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment un moyen hyper intéressant de rentrer dans le milieu de l'animation, du cinéma ou de visuel. Pas forcément, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui se demandent comment rentrer dans ce genre de milieu quand on n'est pas créatif ou qu'on n'est pas un artiste ou un graphiste ou voilà. Et en fait, je pense que les métiers de la production sont vraiment intéressants pour ça. C'est très varié. On peut faire de la production en suivi de production comme moi, où on est vraiment sur la fabrication de projets, mais il y a aussi tous les côtés plus producteurs où voilà on est encore plus dans le côté créatif parce que du coup on est à l'origine des projets, on va chercher du financement, rencontrer les gens sur des marchés, des choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Il y a aussi tout le côté distribution qui est un tout autre monde en Mhm. fait, on va dire de la prod, le côté même post-production ou le côté VFX. Enfin, c'est vraiment il y a énormément de métiers en fait sous ce chapeau de production, même dans tout ce qui est organisation de festivals. Je pense il y a beaucoup de choses à faire quand on entre en fait dans la porte de la prod qui permet d'ouvrir des voies vraiment intéressantes. Et le milieu est juste fascinant en ce moment. Je pense il y a beaucoup de
de très beaux projets à venir et l'industrie se développe hyper vite. Et puis, il y a vraiment ce côté maintenant où on peut, comme tu disais, on peut travailler avec n'importe quel pays de chez choix. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être extrêmement surprenantes, je pense, dans les années à venir, qui vaut le coup, je pense, de se lancer dans la prod. C'est pas que du Excel. Il y a beaucoup d'Excel, mais il y a beaucoup d'autres choses sympas aussi. Ben voilà, je pense que c'est une belle conclusion.